Salut bande de photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de juin 2018. Aujourd'hui, on va parler de firmware, j'ai une proposition à vous faire pour la photo animalière et on va aussi voir un nouveau boîtier pas cher. Alors c'est parti, on attaque avec les photo news, les news du monde de la photo, et là on va pas mal parler de firmware. Alors Fujifilm, je vous en avais déjà parlé, c'est une marque qui est intéressante parce que une fois qu'elle a sorti un boîtier, elle ne s'arrête pas là, et en général chez Fujifilm, ils continuent de développer des nouvelles applications, donc des nouveaux firmware, des nouvelles mises à jour du pilote de l'appareil photo. Et ce qu'ils font de balèze chez Fuji, c'est qu'en général, ils ramènent des nouvelles fonctionnalités, mais vraiment énormes, des choses que d'habitude les autres fabricants mettent dans le boîtier suivant. Et donc ça vous permet de garder plus longtemps votre boîtier, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment très sympa. Et là ils ont sorti un nouveau firmware, la version 4.0 pour le X-T2, et petit exemple de ce que ça apporte les 120 images par seconde quand vous filmez en 1080p, ça apporte alors le F-Log, c'est le Fujifilm Log, c'est pour pouvoir filmer avec des contrastes très très bas pour pouvoir récupérer dans les hautes lumières et les ombres. Ça apporte du focus bracketing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple en étant au même endroit photographier un objet avec une mise au point par exemple devant, puis 1 cm plus loin, puis 1 cm plus loin, etc. Tout ça en une rafale. Et ça améliore l'AF, l'autofocus. Alors, attention, depuis Fuji pour une fois justement, il y a eu un souci avec ce firmware, il y avait des fonctions qui n'étaient plus vraiment accessibles ensuite. Donc depuis, ils ont rétro-pédalé et ils ont ressorti une version qui annulait toutes ces améliorations-là, en attendant qu'ils arrivent à les réimplémenter. Mais dans tous les cas, je trouve ça super cool que Fuji fasse ça. Et voilà, je trouve que ce serait super si toutes les marques étaient capables de faire ça. Chez Pentax aussi, ils essaient de faire des choses intéressantes. Donc ils ont décidé de sortir un SDK, un Software Development Kit, donc c'est-à-dire un kit de développement logiciel qui du coup est accessible à tous, c'est-à-dire que n'importe qui programme un petit peu peut maintenant développer des applications pour tout l'écosystème Pentax, donc pour les boîtiers Pentax, les boîtiers Ricoh, etc. Et je trouve que c'est une super idée parce que c'est exactement comme ça que fonctionne Android en particulier, par exemple pour les téléphones, et on voit les centaines et les milliers d'applications qui sortent. Alors évidemment Pentax c'est quand même un marché beaucoup plus restreint que les smartphones Android, mais il n'empêche que ça facilite le boulot des programmeurs et ça permet du coup de vachement d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à des boîtiers en ayant une sorte de magasin d'applications, etc. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et à mon avis c'est la voie que devraient suivre aussi les autres fabricants d'appareils photo s'ils veulent arrêter de se faire bouffer par les smartphones de plus en plus, quoi. Chez Canon, ça marche différemment parce que chez Canon, vous le savez, il n'y a pas de Software Development Kit, tout est bien ficelé, caché, protégé. Et donc, il y a des programmeurs qui, eux, ont développé un système qui s'appelle Magic Lantern, qui est comme un petit firmware qu'on vient installer sur une carte SD, et quand on l'insère dans notre appareil, ça charge ce firmware-là plutôt que de charger celui de l'appareil. Et donc, alors par contre, eux, ils doivent tout faire en rétro-engineering, c'est-à-dire qu'ils doivent essayer de déconstruire comment fonctionne l'intérieur de l'appareil Canon pour pouvoir ensuite réutiliser ces fonctions-là pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Et là, ils ont réussi un truc qui est plutôt pas mal, c'est que sur l'EOS M, donc vous savez ce petit boîtier mirrorless de chez Canon, alors là c'est le premier du nom, donc c'est vraiment un boîtier qui est très très peu utilisé, et pas beaucoup de monde connaît son existence. Ils ont réussi à sortir un firmware Magic Lantern qui permet du coup de filmer en 2,5K et en RAW. Donc c'est plutôt balèze, je trouve, comme démarche. Ils ont réussi à aller vraiment pousser le truc loin. Alors a priori c'est encore en bêta, voire même en alpha, donc c'est assez risqué de l'installer. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est intéressant parce que même sans avoir un système ouvert, ils arrivent à rapporter des vraies grosses fonctionnalités sur des anciens boîtiers. Donc voilà, et moi ce que je trouve dommage, c'est que je me dis pourquoi Canon ne va pas embaucher les gars de Magic Lantern, parce qu'ils arrivent tellement à mettre des trucs dans les boîtiers que même Canon ne veut pas mettre, que je pense qu'ils ont quelque chose à apporter à la boîte. Donc voilà. Sony, alors là on parle plus de firmware, c'est tout simplement qu'ils ont annoncé, enfin c'est le patron de Sony qui a annoncé son plan pour les 3 prochaines années, pour 2021 et notamment pour la partie imagerie. Et leur objectif c'est d'être la marque de caméra numéro 1 en 2021. Et pour ça ils vont investir plus de
si je dis pas de bêtises, 3 milliards de dollars d'investissement dans les capteurs. Alors quand on dit capteur, c'est large, c'est-à-dire que la partie photo, au terme où on l'entend, nous les boîtiers mirrorless, etc., ça représente qu'une toute petite portion de l'activité capteur et de l'activité imagerie, je pense qu'on dit imagerie en français, de chez Sony, parce que Sony fournit aujourd'hui 50% des capteurs dans le monde, des capteurs d'image, essentiellement sur des smartphones et aussi sur des applications industrielles. Mais il n'empêche, ils vont continuer à investir là-dedans et leur objectif, il est clair, c'est d'être la marque numéro 1 dans 3 ans. Je ne sais pas s'ils vont y arriver parce que chez Canon et Nikon, il y a quand même encore énormément de personnes qui shootent, à raison d'ailleurs chez Canon et Nikon, parce qu'on a des systèmes qui sont largement optimisés, on va dire, en termes d'ergonomie. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et c'est difficile d'en lâcher quand on a pris l'habitude de shooter avec un Canon ou avec un Nikon. Je vous parle en connaissance de cause. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement pas besoin des nouvelles technologies qu'il y a dans les Sony. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à convertir suffisamment de personnes pour récupérer la place de number one? J'en sais rien. Aujourd'hui, ils sont plutôt numéro 3, parfois numéro 2. Des fois, ils dépassent Nikon, des fois non. Mais voilà, il y a encore du chemin à parcourir, quoi. Et puis une petite anecdote qui nous vient du côté de la NASA, il y a une petite vidéo qui traîne sur internet où vous voyez un astronaute qui est dans l'espace, donc qui était dans la Station Spatiale Internationale, il est en sortie, hein, et il est censé filmer un truc avec la GoPro et il appelle Houston, donc bon alors il n'y a pas de téléphone dans l'oreille, mais il appelle la salle de contrôle en gros pour leur dire salut les gars, bon alors... je comprends pas, normalement quand je démarre la GoPro il doit pas y avoir une petite lumière rouge qui s'allume. Si, normalement on me confirme, il doit y avoir une lumière rouge qui s'allume. Ah ok, alors attends, il est écrit no SD card. C'est normal ça? Est-ce qu'il manque un truc? Et en fait il se trouve que le gars il est allé dans l'espace, donc il a pris la navette, il est allé sur l'ISS, enfin c'est plus la navette maintenant, c'est les Soyuz je crois. Il est dans l'ISS, il fait sa sortie, il doit tout filmer avec sa GoPro. Il a oublié sa carte SD sur Terre, quoi. Et je trouve ça juste génial. Comme quoi, la carte SD, on l'oublie tous. Voilà, je trouve ça marrant. Ensuite, quelques petites news MPR. Alors, le live, exceptionnellement, ce mois-ci, il n'aura pas lieu mardi prochain, là, le mardi qui arrive, mais le mardi suivant. Enfin, pas le mardi suivant, en fait, je dis une bêtise. Je me suis trompé, j'ai pas remis là, mais il va avoir lieu dimanche. Ah, attendez, je vérifie parce que j'ai peur de dire une bêtise. Hop, les aléas du direct hein, quand on parle de live. Alors, on va ouvrir le petit calendrier, parce que du coup j'ai un doute. Bim, dimanche 10, voilà. Donc faites pas gaffe à ce qui est écrit là, dimanche 10 juin à 21h. Ce sera le live, ok. Pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine, moi, je prends une semaine aventure, donc je vais faire une descente de rivière en Pacraft. J'essaierai de faire quelques photos, mais voilà, je vais pas emmener tout mon matos pour tourner des vidéos. Mais donc voilà, petite semaine aventure, donc du coup je peux pas faire le live mardi soir. Mais dimanche 10 juin 21h, on fait le live comme d'habitude avec un jeu, avec des débats. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les lives et c'est plutôt cool. A priori tout le monde s'éclate bien, donc voilà, on continue, c'est super. Si vous voulez d'ailleurs être informé de quand le live est vraiment en direct, activez la cloche sur l'abonnement. Hop là, ensuite j'ai une proposition à vous faire, c'est ce que je vous avais dit pour la photo animalière. Ces dernières semaines, je commence à poster énormément de photos qu'on avait pris au Brésil quand on était allé en 2015. Ma femme a une conférence là-bas, on est allé une semaine vers Iguaçu et on avait fait énormément de photos et pas mal de photos d'animaux en fait. Et je trouve que, alors on en reparlera sûrement pendant le live, ce sera probablement le sujet du débat, mais je voulais quand même vous faire cette proposition. Je trouve qu'en photo animalière, surtout nous autres photographes, on n'apprécie pas de la même manière une photo selon les conditions dans lesquelles elles ont été prises. Je m'explique, si vous faites de la photo d'animaux sauvages en pleine nature, c'est extrêmement difficile de s'en rapprocher, ça prend souvent beaucoup de temps pour faire du repérage, pour apprendre le comportement de l'animal, poser son affût, attendre 2 ou 3 heures avant, attendre 2 ou 3 heures après qu'il soit parti, y aller 5 fois, 10 fois jusqu'à avoir le bon animal, la bonne lumière, machin, etc. Et je dis pas qu'il y a plus de mérite à faire ce genre de photos, mais c'est juste que c'est pas du tout la même façon d'aller faire des photos que d'aller dans une réserve par exemple, ou d'aller dans un parc animalier, ou un parc zoologique. J'ai fait quelques photos dans le parc zoologique de la Citadelle à Besançon. On peut faire des photos de lions, c'est
extrêmement facile parce que on a un plexiglas, on est au même niveau qu'eux, eux ils ont leur enclos on va dire, mais du coup c'est très 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 facile de prendre des photos, des gros plans, des choses comme ça, et pour moi du coup c'est pas exactement la même expérience, et j'ai le sentiment que quand je poste une photo comme ça, d'un lion en gros plan, la gueule ouverte, que j'ai pris dans un parc animalier, j'ai presque l'impression de mentir à tout le monde en mettant juste la photo comme ça, parce que je sous-entends que c'est une photo que j'ai prise dans la nature en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que quand on voit une photo d'animal sauvage, dans notre esprit on se dit cette photo a été prise en pleine nature. Or souvent c'est pas le cas. Et donc moi ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand on partage ces photos d'animaux sauvages essentiellement, qu'on précise si ça a été pris dans un parc animalier, si ça a été pris dans une réserve, parce qu'une réserve en général c'est aussi des enclos mais beaucoup plus large, donc il y a quand même un facteur chance, il faut essayer d'arriver aux bonnes heures, etc. Ou si ça a été pris en pleine nature. Donc je sais pas si on appelle ça vie sauvage ou en pleine nature ou un truc comme ça. Et voilà, c'est une proposition que j'avais à vous faire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, puis on en parlera beaucoup plus longtemps dans le live de toute façon. Le petit point sur le voyage en Californie, alors cette fois-ci j'aimerais vous parler des workshops. Alors on va en profiter de ce voyage pour faire tout un tas de workshops. Donc non seulement vous allez voir des beaux paysages, revenir avec des super belles photos, mais en plus de ça vous allez apprendre plein de techniques photo. Et entre autres les workshops qu'on va pouvoir travailler, donc il y aura le lever de soleil à plusieurs endroits. Donc les techniques de lever de soleil et de coucher de soleil, à quelle heure il faut y aller, comment on s'installe pour prendre les photos, comment on s'adapte au changement de luminosité, etc. etc. Workshop de photos de nuit, là aussi on a plusieurs endroits, dans la nature et dans les villes, donc ça va être assez intéressant, comment on règle son diaphragme, comment on gère les temps de pause, est-ce qu'il y a des moments où il faut faire plutôt de la pause longue ou de la pause courte, etc. etc. Workshop de voie lactée, évidemment, quand on sera dans la vallée de la mort sur Racetrack Playa et peut-être même à Mono Lake. Et puis ensuite sur à différents endroits, donc évidemment workshop ultra grand angle, donc pour apprendre toutes les techniques qui permettent de bien utiliser un ultra grand angle, quel type de premier plan on va mettre sur nos photos, dans quel cas utiliser un ultra grand angle, dans quel cas c'est contre-productif et vaut mieux plutôt utiliser une focale standard ou bien même un téléobjectif. On va faire pas mal de photos qui incluent des reflets. Donc là, de la même manière, il y a plusieurs techniques pour bien faire ressortir les reflets dans une photo. Et puis, on va faire aussi un workshop de pose longue sur une magnifique plage vers Malibu, où il y a des très beaux rochers qui ressortent. Et donc, du coup, on va faire de la pose longue pour vraiment essayer de déterminer quel filtre on utilise, combien de temps de pause on met. Est-ce que voilà, mettre 30 secondes, c'est pas pareil que mettre 2 secondes, que mettre une demi-seconde, que mettre un dixième de seconde, que mettre un 500e de seconde. Donc on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Et la façon dont je le conçois moi, c'est que pendant ce voyage, vous avez systématiquement deux options. Soit vous vous dites, tiens par exemple, je sais pas, les techniques de pose longue, je connais bien, je maîtrise bien. Vous allez, si vous le souhaitez, vous balader, faire vos photos, voilà. Et si vous voulez vraiment vous mettre en mode workshop, et ben à ce moment-là, je vous emmène avec moi et on va au même spot, on prend les photos ensemble et voilà, je vous explique tout de A à Z. Et donc du coup, vous allez expérimenter ma technique photo et après du coup, vous pourrez la ramener chez vous. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est un beau voyage, mais c'est aussi plein de workshops, donc ça va être très très sympa. Allez, les petites news matos. Alors, ce boîtier-là est vraiment très intéressant. C'est Fujifilm qui le sort, encore une fois. Et c'est une version un petit peu allégée de leur XT20, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le XT100 qui embarque un capteur APS-C 24 mégapixels, qui shoot à 6 images par seconde, largement suffisant dans quasiment tous les cas, qui a 91 points d'autofocus, qui a un écran flip, c'est-à-dire qu'il peut non seulement tilter de haut en bas, mais aussi se mettre sur le côté, donc très très chouette, et puis qui est tactile. Il filme en vidéo en 4K à 30 images par seconde et ça coûte 700 $ avec l'objectif kit. Donc vraiment pas cher en fait pour un prix de lancement pour un boîtier comme ça. En plus il a un look rétro qui est plutôt sympa. Je suis pas toujours fan des looks rétro, mais celui-là est il est un peu rétro moderne, j'aime bien. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne option si vous êtes intéressé par l'écosystème Fuji. Je trouve que c'est un bon plan. Voilà.
Panasonic qui a sorti le FT7. Donc là, c'est un appareil photo tout-terrain. Vous savez, c'est régulièrement, ils remettent à jour leurs appareils photo tout-terrain, ceux qui peuvent tomber à la flotte, qui peuvent tomber de 2 mètres de haut, qui peuvent tomber dans les rochers, etc. Alors c'est un capteur beaucoup plus petit, c'est 1 sur 2,3 pouces, 20 mégapixels, qui filme en 4K, qui a un viseur électronique, et puis qui coûte aux alentours de 450 €. Mais je vous en parle maintenant parce que c'est vrai que pour les vacances, parfois on cherche ce type de boîtier. Donc voilà. Quelques news objectifs. Yongnuo qui sort un nouvel objectif, donc un 60 mm f2 macro, 1 pour 1, c'est le premier objectif macro que sort Yongnuo, à focus manuel, ce qui n'est pas vraiment gênant pour de la photo de macro. Par contre, ils n'ont pas précisé pour quelle monture. Alors souvent Yongnuo sort pour Canon d'abord et puis Nikon ensuite, et ils n'ont pas indiqué la date et le prix non plus. Mais à mon avis, en manuel pour du Yongnuo, ça ne devrait pas être très très cher. Allez, on va essayer de deviner. Je dirais qu'on va être entre, à mon avis, dans les 150 €, 100 ou 150 €, quelque chose comme ça. Faudra suivre un petit peu, voir les tests. Parce que les précédents objectifs Yongnuo, enfin, en tout cas ceux que moi j'avais testé, le 50 mm f1.8, étaient vraiment pas bons, quoi. Donc j'espère que celui-là est un petit peu meilleur, on verra bien. Ils sortent, bah tiens d'ailleurs, ils sortent la version 2 de leur 50 mm f1.8 en monture Canon pour commencer, avec ce qu'ils appellent un super bokeh. Je sais pas ce que ça veut dire, bon, je demande à voir, encore une fois, je demande à voir. 74 $, donc un peu plus cher que ce qu'ils avaient sorti avant, parce que la version précédente était sortie, je crois, à 50 ou 60 $. Mais voilà, peut-être que ça peut valoir le coup. J'essaierai de me le faire prêter pour le tester éventuellement. Décidément, Yongnuo a annoncé pas mal de choses, et ils ont annoncé un truc qui s'appelle YN43. En fait, c'est un système qu'on vient mettre sur le smartphone. Donc, en fait, vous avez ce petit boîtier là, qui a une monture micro 4 tiers pour pouvoir mettre tous les objectifs qui vont sur micro 4 tiers. Il y a tout un écosystème très très développé là-dedans. Et votre smartphone, lui, fait office d'écran en fait, d'écran et de processeur pour votre appareil photo. C'est quelque chose qui avait déjà été tenté par le passé. Je crois que Sony l'avait tenté, je crois qu'il y avait une autre marque qui l'avait tenté aussi. Ça n'a jamais vraiment pris. Pour moi, ça fait un peu partie de ces gadgets, un petit peu comme le DxO One, qui sont intéressants parce qu'ils essaient de tenter des nouvelles choses. Mais j'ai encore du mal à voir l'intérêt. Enfin, pour moi, on a notre smartphone, on prend des photos avec, et souvent c'est déjà bien suffisant. Si on veut faire des photos bien plus qualitatives, en général, on se passe du smartphone et on prend notre appareil photo avec soi. Surtout quand on doit se trimballer un gros truc comme ça et des objectifs, quoi. Donc voilà, je sais pas. À moins que vous aimiez toutes les fonctionnalités du smartphone qui permet directement de partager sur Instagram et compagnie. Mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment utile ce truc-là. Meike, je sais pas, je crois que c'est allemand, qui sort un 85 mm f1.8, donc pour plein format, en monture Canon. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore annoncés. Meike, c'est une marque qui est très peu connue, mais vraiment quasiment aux antipodes de Yongnuo, c'est-à-dire qu'ils font des optiques très très qualitatives. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, un 85 mm, un nouveau... encore un, on va dire, qui sort pour Canon, donc voilà, sachez que ça va bientôt sortir. Et puis, alors, un truc un peu gadget à mon goût, Manfrotto a sorti un trépied, donc c'est le Be3 Advanced Alpha. Vous voyez, il y a du orange là. Et en gros, c'est la version, alors ils ont le Manfrotto Be3 est très très populaire, il y a plein de gens qui l'ont et qui sont très contents de ce trépied-là. Et ils ont sorti une version spéciale pour les gens qui ont un boîtier Sony Alpha justement, avec la seule particularité, outre le fait que vous avez des petites lignes oranges, c'est que vous avez un petit plateau spécial, parce que vous savez, les boîtiers Sony sont un petit peu plus fins et très très rectangulaires en bas, et donc du coup, il y a un petit truc qui vient le tenir pour éviter que ça glisse sur le plateau rapide. Enfin voilà, c'est pour vraiment bien chouchouter les gens qui sont chez Sony. Il faut croire que les gens qui sont chez Sony aiment bien, sont presque encore plus des fanboys que chez Canon et Nikon, et qu'ils aiment acheter tout plein de trucs Sony, j'en sais rien. Bon, franchement j'ai un peu du mal à comprendre. Enfin, en tout cas, je suis pas client de ce genre de truc, même si vous le savez maintenant, je vais probablement pas, enfin c'est certain, je vais passer chez Sony, mais je vais vraiment pas acheter ce genre de truc, surtout que c'est plus cher que la version normale, je crois qu'elle est 30 ou 40 € plus cher, juste parce que c'est estampillé orange, voilà. Et puis on va finir ces MPR News par un petit coup de pouce. Un coup de pouce à Pixelron, c'est l'un d'entre vous qui m'en avait parlé, je suis allé voir et en fait c'est complètement délire. Alors il y a un site internet et puis vous avez aussi une page Facebook, Pixelron photographie, je crois un truc comme ça. Et c'est une sorte de Gorafi de la photo en fait,
avec des trucs mais vraiment hilarants, donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Tapez Pixelron dans Google ou dans Facebook, vous tomberez dessus, et vraiment c'est l'éclate, quoi. Voilà, donc petit coup de pouce à Pixelron. Écoutez, j'espère que ces MPR News vous ont plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Les prochaines MPR News c'est au début du mois de juillet, de toute façon c'est en début de tous les mois. Et donc bah voilà, allez faire plein de photos, il fait beau, c'est génial. Ciao!